Bonsoir à tous. Tout de suite les titres de ce samedi 11 novembre. Ils ont tous deux été reçus par le chef de l'État ivoirien, le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure et le premier ministre du Burkina Faso, présent en Côte d'Ivoire. Mondial 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas réussi à arracher leur billet d'entrée en Russie. La Côte d'Ivoire a perdu ce soir face au Maroc sur un score de 2-0. Plus de billets de 2000 ou de 1000 francs au poste de péage du pont Henri Konan-Bédié. Une nouvelle mesure déjà en vigueur. Seul le billet ou la pièce de 500 francs sont désormais acceptés. Pourquoi cela? Des réponses tout à l'heure. Et puis au Libéria, les anciens miliciens des guerres civiles que le pays a traversées ont encore bien du mal à s'insérer dans le tissu social et professionnel. Leur vie au quotidien, leurs difficultés dans cette édition. Bienvenue dans le 20h. Dans la page culture de ce soir, nous irons dans un pays lointain, un pays où deux peuples se haïssent. Et nous avons Tiwa, un petit orphelin élevé par sa grand-mère, qui aura la lourde charge de ramener une paix définitive. Il y a de la magie, de la musique et beaucoup d'images. Le titre de ce livre destiné aux tout-petits, Tiwa et la pierre miroir. L'auteur est avec nous. Bonsoir Serbilé. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous vous retrouvons tout juste après le point de l'actualité. Entendu. À tout à l'heure. Le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure et le premier ministre du Burkina Faso, tous deux en Côte d'Ivoire, ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Les différentes rencontres ont été marquées par le point des relations entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. Awa Touré. À Abidjan pour présenter les opportunités d'affaires à ses frères et sœurs de la diaspora burkinabé, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui exprimer sa gratitude pour les marques d'attention et de fraternité dont il a été l'objet. L'occasion aussi pour Paul Kabatieba de faire le point sur sa mission en terre ivoirienne. Nous sommes arrivés ici pour échanger avec les frères de la diaspora sur les possibilités d'investissement de la diaspora au niveau du Burkina Faso et également pour échanger avec eux sur les journées économiques et commerciales qu'ils ont organisées. Alors, c'était un devoir pour moi de venir vous rendre compte que toutes ces manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions. La diaspora burkinabé est déterminée à venir accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la construction du plan national de développement économique et social. Alors, ils ont identifié un certain nombre de projets, notamment la création de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et même de très petites entreprises dans différents secteurs pour essayer donc d'apporter des pierres à la construction donc, d'économie nationale. Je voudrais également rendre compte qu'en marge de notre présence ici, le Premier ministre, mon frère Amadou Gon Coulibaly et moi, nous avons échangé sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notamment les suites du 6e TAC qui s'est tenu à Ouagadougou. Comme vous le savez, Monsieur le Président, il y avait un certain nombre de décisions que vous aviez arrêtées avec votre frère, le président du Faso, Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, nous avons fait le point de décisions qui ont été arrêtées et arrêté un calendrier pour leur mise en œuvre. Le ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure était porteur d'un message du président Obiang-Nguema au chef de l'État. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, ils sont en train de développer de bonnes relations d'amitié et de coopération. La Guinée équatoriale vient de nommer un ambassadeur résident à Abidjan. Ça fait 1 mois. Les autres aspects qu'on a discutés aussi avec son Excellence le Président de la République concernant la crise économique que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Beaucoup de pays africains, vous savez que la Guinée équatoriale, c'est un pays producteur de pétrole, mais avec la chute du prix du pétrole, nous sommes dans une situation aujourd'hui de récession économique.
Donc, ce sont les choses qu'on a discutées avec le chef d'État. Le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure a par ailleurs indiqué être venu confirmer la présence du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, au sommet Union africaine-Union européenne. En sport football, éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018, Côte d'Ivoire 0, Maroc 2. Score final de la rencontre qui a opposé ce soir les éléphants de Côte d'Ivoire aux lions du Maroc. Cette victoire ouvre les portes du mondial au Maroc. La Côte d'Ivoire, elle, est éliminée, envolée les espoirs de qualification pour ce mondial. Nous y reviendrons tout à l'heure en images. Première édition des Journées nationales des chefs d'entreprise pour la région du Poro. L'objectif de ces journées qui se tiennent dans la ville de Korogo est de redynamiser l'activité économique dans les différentes villes du pays et cela pour un développement économique plus équilibré. Herman Guibé. Une centaine de chefs d'entreprise, de partenaires économiques présents dans la région du Poro écoutent avec attention le président du conseil régional du Poro, Tiemoko Yade Koulibaly, faire cet aveu. Chef d'entreprise, je voulais vous dire que vous êtes venus. Nous vous avons vu. Et je pense que vous avez vu aussi. Vous avez connu la région, vous ne la connaissiez pas, vous l'avez connue. Vous savez quelles sont maintenant ses potentialités. Alors je pense qu'en partant, vous direz, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu. Je reviendrai travailler dans le Poro. Des chefs d'entreprise venus voir pour croire en une région qui regorge de potentialités économiques afin d'y investir. Les journées nationales des chefs d'entreprise initiées pour booster le développement des régions et aider à rétablir les déséquilibres observés en matière de développement se positionnent comme un outil. Les acteurs publics peuvent saisir ce cadre pour faire la promotion de leurs activités. Quand les opérateurs privés peuvent en faire un lieu de prospection et de recherche de nouveaux leviers d'expansion pour les collectivités territoriales, c'est le cadre idéal pour présenter les atouts de leur région afin d'attirer de nombreux investisseurs. Le choix porté sur la ville de Korogo pour la première édition de ces journées n'est pas fortuit. L'activité économique dans la région est prometteuse. La grande région de Saman, ou plus exactement le district de Saman, dont le chef-lieu est Korogo, dispose donc de nombreuses potentialités. Ces journées permettront de faire découvrir aux hommes et femmes d'affaires les opportunités d'investissement dans les régions. Elles mettent en contact des chefs d'entreprise d'envergure nationale et même internationale avec des champions locaux en vue de tisser d'éventuelles relations d'affaires. Elles stimulent ainsi les champions locaux qui aspireront ainsi, je dirais, à accroître leurs activités. Des journées meublées par une série de panels afin de créer un cadre favorable d'échange sur des thématiques pertinentes dont les conclusions seront prises en compte pour la relance des activités économiques dans les régions concernées. Le Premier ministre ivoirien a aussi procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessédougou. Les travaux vont coûter la somme de 147 milliards de francs CFA. Herman Guivé. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferkessédougou peuvent démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le ton. Financé dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, le renforcement de la route Bouaké-Ferkessédougou, longue de 220 km, est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako. La route traverse 3 régions du pays, le Bouaké, le Hambol et le Tchologo. D'importants moyens techniques seront déployés pour sa réhabilitation. La route du Nord, cette route dont l'intérêt stratégique pour notre pays n'est plus à démontrer, est dans un état de dégradation tel que l'emprunteur est devenu un véritable parcours du combattant pour les usagers qui y rencontrent des dangers de tous ordres. Les travaux seront réalisés selon les techniques de recyclage des chaussées. C'est la deuxième fois que cette technique est expérimentée en Côte d'Ivoire après la route à couper Bongouanou. La structure de chaussée choisie est composée de 6 cm de béton bitumineux, de 12 à 14 cm de grave bitume et d'un recyclage en place. Cette structure est dimensionnée pour durer plus de 15 ans.
et est particulièrement adapté au trafic lourd intense que porte la route du Nord. Faciliter et assurer la circulation des personnes et des biens entre les régions du pays reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement des travaux de prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Tiébissou le 29 mars 2017, il est prévu le lancement de ceux de la section Tiébissou-Bouaké le 16 décembre 2017. Ainsi, à l'achèvement de tous ces travaux, dans 24 à 30 mois, nous aurons une autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké et une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouangolodougou en passant par Ferkessédougou. Oui, c'est cela l'engagement de Alassane Ouattara, c'est cela l'engagement d'un homme de parole. Dans 3 ans, on aura une autoroute d'Abidjan à Bouaké et on aura une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouangolodougou en passant par Ferkessédougou. La réhabilitation de cette voie permettra également un accès plus rapide au port d'Abidjan pour l'intérieur du pays et les pays de l'Hinterland. Coût global des investissements, 147 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 24 mois. Les populations l'attendaient. Eh bien, nous allons écouter maintenant quelques réactions après le lancement de ces travaux. Nous venons de vivre une cérémonie exceptionnelle, présidée en personne par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a lancé le projet de réhabilitation de la route Bouaké-Ferkessédougou, qui est un projet qui était tant attendu par l'ensemble de nos populations. Nous sommes très heureux de cette manifestation et nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président Alassane Ouattara pour sa grande vision stratégique du développement pour notre pays et également à l'endroit de Monsieur le Premier ministre pour ce geste qui nous va droit au cœur. Un grand moment pour les 3 régions, le Hambol, le Tchologo et le Bouaké-Dioissu. Merci au Président de la République. C'est le début de la fin de notre calvaire, c'est le début de la sécurité dans la zone. Avant-hier, nous avons pris cette route de Korogo à Bouaké et nous savons combien elle est dégradée. Mais personne n'a perdu espoir. Tous les fils de Bouaké, Katiola, Niakara, Ferké, Korogo, avons tous gardé espoir parce que nous savons que le président Alassane Ouattara, tôt ou tard, finira par pencher sur cette question de la reconstruction, de la réhabilitation de cette voie. Direction le 3e pont ou encore pont Henri-Konan Bédié, une nouvelle mesure a été instaurée. Désormais, seul le billet ou la pièce de 500 francs sont acceptés au poste de péage. Quelles sont les raisons d'une telle décision? Les automobilistes arrivent-ils à s'en accommoder? Le reportage est signé Marcel Alla et Cheikh Koné. À compter du jeudi 9 novembre 2017, préparez le montant exact au péage. Telle est libellée l'affiche destinée à l'attention des usagers du 3e pont Henri-Konan Bédié. Cette mesure, rentrée en vigueur depuis 48 heures, suscite déjà colère et indignation chez la plupart des automobilistes. Non, ça n'arrange pas tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est pas tout le monde qui a les moyens de paiement autres que les monnaies même. Ça ne nous arrange pas. Je pense que c'est celui qui vend qui doit avoir la monnaie et non celui qui va acheter. Nous, on ne doit pas avoir la monnaie sur nous, on a l'argent et puis on veut aller sur le pont. On nous dit qu'il faut forcément avoir la monnaie, c'est difficile. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Face à la grogne, les responsables de la société concessionnaire du 3e pont donnent des explications. Depuis pratiquement 3 ans que le péage existe, nous avons toujours été appuyés par la Banque centrale dans l'approvisionnement de la monnaie. Elle nous a toujours aidés dans ce sens-là, ce qui nous permettait de rendre la monnaie au quotidien aux usagers qui payaient. Bon, malheureusement, depuis quelque temps, on fait face à une situation où la Banque centrale n'arrive plus à nous approvisionner. Et nous avons été malheureusement confrontés à une pénurie de monnaie qui nous a donc obligés à prendre cette mesure. Toutefois, cette nouvelle mesure n'est pas définitive. Elle est temporaire, selon les responsables de Socoprim. On voudrait insister sur le fait que dès que la situation changera, c'est-à-dire que dès que nous serons réapprovisionnés en monnaie, automatiquement on reprendra comme on le faisait d'habitude. Pour rappel, en 2015,
Une mesure similaire a été prise pour interdire aux usagers la présentation au guichet du pont des billets de 5 000 et 10 000 francs CFA. Dégradation des ouvrages d'assainissement dans les communes de Yopougon, Adjamé et Abobo. Le directeur général de l'agence de gestion des routes, Ageroute, est allé faire le constat sur le terrain. Chris Diomondé, Isaïo. De l'eau usée ruisselant sur la chaussée à partir de ce canal. C'est dans la commune d'Atekoubé. À quelques mètres de là, sur cette voie dégradée, la circulation est lente. Des caniveaux bouchés. Le constat est fait par le directeur général de la Géroute au cours d'une visite de terrain dans plusieurs communes, notamment Yopougon, Adjamé et Abobo. Des ouvrages d'assainissement mal entretenus qui occasionnent la dégradation du bitume. Pendant cette visite, Pierre Demba a dénoncé les dégâts causés par le mauvais usage des outils de drainage. À ce poste depuis le mois d'août, le premier responsable de l'agence de gestion des routes s'est fixé comme objectif la pérennisation des infrastructures routières. Pour y parvenir, les populations sont invitées à un changement de comportement indispensable à la préservation et à l'entretien du patrimoine routier. La Banque africaine de développement BAD ouvre une ligne de crédit pour l'extension du réseau de Air Côte d'Ivoire. C'est un financement de 75 milliards de francs CFA qui est mis en place au bénéfice de la compagnie nationale. Il va servir à l'acquisition de 5 aéronefs de la famille Airbus 320. Lancine Bakayeko. Chaude poignée de main entre le vice-président de la Banque africaine de développement BAD et le ministre de l'économie et des finances après la signature de ces accords de prêt en faveur de Air Côte d'Ivoire. Ici commence un nouveau décollage pour la compagnie nationale qui va pouvoir faire voler en altitude son programme d'extension et de modernisation. Les accords de financement de ce jour portent sur un montant global de 36,2 milliards de francs CFA, dont 33,5 milliards destinés au règlement du sol dû à Airbus et 2,7 milliards de francs CFA pour le financement partiel du programme d'assistance technique. Mais ces 36 milliards de francs CFA qui viennent d'être signés constituent le premier décaissement sur un montant total de 75 milliards consentis par la BAD. Tel que prévu, ce programme devrait permettre à Air Côte d'Ivoire de déployer ses ailes dans 6 capitales d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir Kinshasa, Bamako, Bangui, Monrovia, Freetown et Lomé. Cette intervention de la Banque panafricaine se fera au travers d'un partenariat de type public-privé. Cette solution permettra d'attirer les banques commerciales à ce type d'opération et à des conditions plus compétitives. Ce projet intégrateur qui a vocation à assurer une croissance inclusive comporte 3 composantes. L'achat de 5 aéronefs, l'assistance technique visant le renforcement des capacités de l'industrie aéronautique, donc la formation des pilotes et des techniciens en aéronautique, la réalisation d'audits financiers et passation des marchés et des études inscrites dans la stratégie d'expansion d'Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 850 000 passagers transportés, 600 emplois directs et un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA. Comment arriver à faire des PME et PMI ivoiriennes de véritables créatrices de richesses? La Bourse régionale des valeurs mobilières, la Bourse de Casablanca et la Bourse de Londres ont décidé de créer un programme dans ce sens. Noël Niagno nous en parle. Les PME, petites et moyennes entreprises, c'est 95% des entreprises dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, elles représentent 80% des entreprises recensées. Or, elles ne pèsent que 18% du produit intérieur brut et reçoivent moins de 12% des crédits à l'économie. Outiller les PME leur permet d'avoir accès à des ressources longues, devient une exigence nécessaire à l'émergence d'une économie africaine compétitive. Comment le faire? Une piste de solution. L'exemple de réussite du programme Élite, la Bourse de Casablanca. C'est un programme que nous avons adapté dès le départ aux besoins exprimés par les entreprises marocaines et nous avons mis en place un certain nombre de modules qui répondent aux besoins de ces entreprises. Depuis le lancement en avril 2016 d'Élite au Maroc, nous avons eu 4 promotions en avril 2016, puis en novembre 2016 et récemment
la 4e cohorte d'élite, ce qui porte aujourd'hui à 48 le nombre de PME qui ont rejoint le programme élite. 48 entreprises qui opèrent dans 16 secteurs d'activité différents, qui réalisent ensemble 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploient 11 000 personnes. Sur cette base, la Bourse de Londres, la Bourse de Casablanca et la BRVM ont décidé de fédérer leurs moyens avec pour finalité donner aux entreprises de l'UEMOA les outils de leur participation à l'avènement d'un tissu de PME compétitive. C'est l'essence du programme Élite BRVM Launch. La BRVM permettra aux PME de notre union d'accéder à des ressources longues qu'elles ne pourraient pas avoir autrement, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité, d'avoir une valorisation permanente et surtout de changer de dimension. Les 3 bourses ont signé une convention saluée par le secrétaire d'État au nom du Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, parce que innovante. Au siège de la Bourse de Londres, le 14 septembre 2017, que l'occasion fut donnée au Premier ministre d'apprécier une présentation du projet qui nous rassemble ce jour. Je salue donc la concrétisation rapide de ce projet, ainsi que les perspectives de financement qui seront dorénavant offertes aux PME à travers sa mise en œuvre. Le programme Élite BRVM Launch est un escalier à 4 temps. La formation d'abord, le coaching ensuite, puis la capitalisation des acquis, enfin l'accès des PME à la bourse des valeurs mobilières. Dans le domaine sécuritaire, la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre dresse son bilan annuel. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dresse son bilan pour l'exercice 2017. 1200 déposants d'armes des régions de Gbeke, du Poro, du Tonkpi, du Kavali, du Kabadougou et de la commune d'Abobo ont bénéficié de 57 projets collectifs et 30 projets communautaires cette année. Au regard des objectifs qui étaient fixés, on peut dire que le bilan est positif. Mais il faut quand même atténuer. Tant qu'il y aura une seule arme en circulation illicite, on ne sera jamais satisfait de notre travail. Le bilan est certes positif, mais il y a mieux à faire parce qu'il y a encore des armes en circulation et malheureusement, les événements de l'Ouest sont là pour le témoigner. Pour le secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité, les rapports améliorés entre l'armée et la population vont davantage renforcer la sécurité des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. Il faut apprécier le sentiment de sécurité des populations avec ce que nous avons vu par le passé ou avec ce qui s'est fait ailleurs. Aujourd'hui, on sent que l'activité économique a repris, les citoyens peuvent vaquer librement à leurs occupations. Il y a encore des activités à faire, il faut améliorer les choses. Cet état de fait réjouit la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale qui s'apprête à valider un avant-projet de loi sur les armes légères et de petit calibre. Depuis 2009 jusqu'à ce jour, les activités de la Comnat ALPC ont permis de détruire 18 216 armes, 13 645 autres armes, 706 935 munitions et 2 633 grenades collectées. Avec la réhabilitation des 13 armureries de la police nationale, 6 de la gendarmerie nationale et une des forces armées de Côte d'Ivoire. Le parti politique Union des nouvelles générations célèbre ses 10 années d'existence. Les instances dirigeantes et les militants se sont retrouvés afin de dégager les perspectives du parti. Alexis Ouedraogo. L'Union des nouvelles générations UNG a 10 ans. Ce samedi, le parti a fait la fête. Moment de retrouvailles, mais aussi occasion de présenter les perspectives, notamment en matière de communication. Le cap, c'est sur 2018. Il va consister à continuer de consolider donc les sections et les bases et les délégations qui existent déjà, mais également à aller jusque dans les hameaux pour continuer d'implanter et de nous adresser aux Ivoiriens qui certainement ont soif de nous rencontrer. Plusieurs responsables et représentants de partis frères n'ont pas voulu se faire compter l'événement.
Au Libéria, les anciens miliciens des guerres civiles que le pays a traversées ont encore bien du mal à s'insérer. Ils sont nombreux dans les rues de Monrovia à exercer des petits métiers au jour le jour. Gabrielle Zani, sur place à Monrovia, a rencontré ces jeunes. Elle nous retrace leur vie au quotidien. Des immeubles perforés par les balles, Monrovia garde encore des stigmates des violences qu'elle a subies sur ses murs. Pourtant, dans ces rues, chaque jour, certains témoins de la guerre essaient de se reconstruire. Benny Garté est l'un de ces nombreux témoins devenus acteurs de la guerre civile à l'adolescence, enrôlé de force à 14 ans. Le 6 avril 1996, quand Yuli Moké, un groupe de miliciens et NPLF, le Front patriotique national du Libéria, ont décidé de former une alliance pour chasser d'autres groupes de combattants. Nous étions des miliciens non entraînés au combat. C'est par la grâce de Dieu que nous avons survécu et nous autres, nous étions obligés de faire la guerre. On n'avait pas d'autre choix parce que nous étions assis en train de fumer. Ils nous ont pris et entraînés de force. Voilà comment j'ai rejoint la révolution. Voilà comment nous étions dans la rue en train de tuer des innocents. Affilié à la milice Eagle Fire, sous les ordres de Eagles Ace, son commandant de l'époque, Benny a servi de combattant de 1996 à 2003, soit 7 ans dans la deuxième guerre civile qui a secoué le Libéria. Aujourd'hui, après la guerre, je remercie Dieu d'avoir survécu avec toutes les balles que j'ai reçues. Je suis revenu et j'ai décidé de devenir cireur de chaussures. Être dans le ghetto en train de fumer chaque jour ne peut pas m'aider. Ma vie régresse. C'est un ami qui m'a montré ce travail. Il s'appelait Kansomen. Il m'a montré comment recoudre les chaussures et petit à petit, je suis devenu professionnel. Je gagne au moins $1000 libériens par jour. Aujourd'hui, il passe ses journées assis au pied de cet immeuble en cirant des chaussures pour quelques dollars libériens. Il lutte contre ses nouveaux ennemis, l'oisiveté et la faim. Benny Garté n'est pas seul dans le centre-ville. Des centaines de jeunes s'y retrouvent chaque matin. Certains tiennent de petits commerces, d'autres s'accrochent à des métiers précaires. Après la guerre, on a été trahis. Ils ne nous ont pas bien traités. Ils nous ont gardés 4 jours à Kantouma. Mais avant d'aller dans ce camp, nous sommes partis à Chauffry, puis à VOA dans le centre de désarmement. Mais il n'y a pas eu de formation, rien du tout. On te désarme après 4 jours, tu reçois un kit et de la nourriture. On n'a pas eu de formation de 6 à 7 ans pour apprendre quelque chose de bon en sortant du camp. Howard, 31 ans, a intégré sa première milice le 12 avril 1993 pour se défendre. Je ne veux pas que la guerre reprenne, mais si la guerre reprend, je ne peux pas m'asseoir et regarder une personne pointer son fusil vers moi, parce qu'un soldat reste toujours un soldat. Donc, je ne peux pas être effrayé par ce qui va arriver encore, parce que c'est la même chose et je dois me protéger. Monrovia n'est plus certes tiraillé entre les groupes de milices, mais la vie des ex-miliciens est prise en étau entre le désir de vivre une vie décente et le manque d'une politique de réinsertion socio-professionnelle. Parlons culture avec tout d'abord la 10e édition du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique, l'historien congolais Elikia Bokolo est en Côte d'Ivoire. Le producteur de l'émission Mémoire d'un continent sur RFI partage avec nous sa vision de l'Afrique. Serge Coléa. Mémoire d'un continent. Elikia Bokolo. Son nom rime avec l'émission radiophonique Mémoire d'un continent, diffusée depuis 1994 sur RFI. Elikia Bokolo fait partie de ces intellectuels africains qui croient en l'avenir du continent. Jamais dans le monde, un continent n'a eu autant de jeunes que l'Afrique aujourd'hui. Ça veut dire que nous portons en nous une révolution. Et je pense que ça va être la révolution par la culture, c'est-à-dire par la créativité. Et cette créativité va générer des effets économiques.
Elikia Mbokolo se dit admiratif du dynamisme culturel constaté depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue sur plusieurs tableaux. Le tableau de la culture, disons, traditionnelle, mais aussi le tableau de la culture, disons, moderne. On voit que dans ce domaine profond de la culture, l'actuel ministre de la Culture et derrière lui le gouvernement et la présidente de la République qui le soutiennent montrent qu'on veut vraiment aller de l'avant. C'est ça la culture, regarder devant soi en sachant qu'on est adossé sur un passé qui nous supporte. En cette année 2017, c'est la deuxième fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. D'abord pour le lancement de la route de l'esclave, ensuite pour la 10e édition du prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone en tant qu'invité de l'association Aquaba Culture. Tout meurtri mais vainqueur, l'œuvre vient d'être dédicacée. Elle raconte l'histoire de son auteur, les difficultés qu'il a rencontrées pour se rendre en Finlande à une conférence internationale. Jean-Jacques Kwame nous en parle. Abidjan-Helsinki via Abuja. C'est ce périple que Samuel Kwaku raconte dans cet ouvrage. Invité en 2012 pour participer à la 10e conférence biennale de la Société européenne d'évaluation à Helsinki en Finlande, l'auteur Samuel Kwaku est confronté à plusieurs difficultés. Pas de ressources financières, il sollicite un appui exceptionnel des bailleurs de fonds. Samuel Kwaku garde espoir et se rend à Abuja pour l'obtention d'un visa. Grande est sa surprise, il obtient le visa en 24 heures, alors que l'ambassade le délivre d'habitude en 10 jours. C'est pour exprimer sa reconnaissance en Dieu que Samuel a écrit cet ouvrage et surtout une invite à la persévérance. Le message que je veux transmettre au travail de cet ouvrage, c'est surtout vraiment à l'endroit des experts, des évaluateurs qui certainement seront sélectionnés pour des conférences internationales, d'être persévérants, également aussi, disons, être motivés, mais surtout être déterminés, parce que sans la détermination, on ne peut pas avoir, disons, le résultat, mais chercher l'excellence. Parce que moi, en allant à Helsinki, j'avais en tout cas comme but de rencontrer les meilleurs enseignants dans le domaine de l'évaluation, mais surtout, pour la Côte d'Ivoire, être l'un des meilleurs de ma génération. Venu apporter son soutien à l'auteur, l'inspecteur général d'État, président de la cérémonie, a insisté sur l'importance de l'évaluation. Les bons résultats enregistrés au plan économique pour être durables doivent s'accompagner d'une évaluation régulière des programmes et des politiques initiées. Le livre Tout meurtri mais vainqueur compte 123 pages et 16 chapitres. L'auteur a décidé de faire la promotion de l'évaluation. Diplômé en droit international de l'environnement, Samuel Kwaku est le premier Ivoirien à intégrer la prestigieuse Société européenne d'évaluation. 20h32, la page culture ce soir est consacrée à Tiwa et la pierre miroir, un livre-conte du journaliste et écrivain franco-ivoirien Serge Billet. C'est une œuvre écrite pour les enfants. L'auteur y parle de paix et de réconciliation nationale. Rebonsoir Marcel Billet. Marcel, c'est mon père, moi c'est Serge. Serge Billet, pardon, je viens de le dire. Bonsoir Fatou. Alors, je ne suis pas tombée bien loin. Nous allons suivre ensemble ce petit résumé que nous propose Sita Soro et puis on se retrouve pour en parler. D'accord. À tout à l'heure. Les enfants d'aujourd'hui constituent les adultes de demain. Les enfants, la cible de l'œuvre de Serge Billet intitulée Tiwa et la pierre miroir. Tiwa et la pierre miroir, un conte qui relate la vie de deux peuples qui jadis cohabitaient dans la paix, mais qui aujourd'hui ont fini par se haïr en silence. Il s'agit des bleus appelés Senouki et les roses, les Sakinou. C'est dans ce climat de guerre froide que grandit Tiwa, qui rêve en secret de voir un jour les bleus et les roses se réconcilier et demeurer dans une paix durable et sincère. L'auteur adresse ce conte aux enfants car, selon lui, représente la cible la plus réceptive, capable de transcender tout préjugé. Là où les adultes ont échoué, les enfants sont capables d'y arriver, à l'instar du petit Tiwa qui a été à la base de la réconciliation entre Senouki et Sakinou. Ce conte traite du thème de la différence, avec un objectif, transporter les enfants dans un univers magique. Tiwa et la pierre miroir est paru en Martinique en 2006. Le fait l'objet d'une réadaptation aux réalités ivoiriennes afin d'inculquer aux enfants les notions de paix et de réconciliation. Écrit en 34 pages illustrées, le fait partie de la vingtaine d'ouvrages écrits par Serge Billet, natif d'Agboville et journaliste présentateur depuis plus de 20 ans à la télévision martiniquaise.
Alors nous avons donc Tiwa, un petit orphelin élevé par sa grand-mère, et cette grand-mère qui rêve de voir le retour d'une paix sincère et durable. Alors on aimerait un peu connaître l'histoire, mais à travers les yeux de l'auteur. Vous pouvez nous la raconter un tout petit peu? L'histoire est simple, c'est deux peuples qui se haïssent depuis une éternité, qui finissent par trouver une paix fragile, donc les roses et les bleus. Et puis un jour, cette paix fragile est complètement bousculée par un incident entre deux femmes qui viennent d'accoucher. Une femme rose et son mari rose ont accouché d'un enfant bleu. Une femme bleue et son mari bleu ont accouché d'un enfant rose. Et là, ça crée une panique parce que justement, les unes et les autres pensent qu'on a échangé les bébés. Et c'est là que Tiwa intervient et que la grand-mère de Tiwa intervient pour pouvoir faire comprendre que justement, autrefois, les roses et les bleus, avant de se faire la guerre, étaient le même peuple. Et donc, par atavisme, on retrouve aujourd'hui des bleus qui ont des enfants roses et des roses qui ont des enfants bleus. Les liens du sang? Les liens du sang. Alors, la grand-mère use de magie, vous parlez aussi de bleu, de rose, on voit un peu du surnaturel. Pourquoi est-ce qu'on utilise la magie pour parler de réconciliation? Déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'on veut sortir des couleurs basiques que l'on connaît, le noir et le blanc. Le rose, parce que c'est quelque part une couleur qui fait rêver les jeunes filles. Le bleu, ça colle davantage aux garçons. Il faut quelquefois un peu de magie pour sortir, justement, quand on parle de réconciliation, puisqu'on va venir au thème principal, à savoir que ça concerne la Côte d'Ivoire, et ça concerne ce que nous vivons donc actuellement en Côte d'Ivoire. Il faut prendre sur soi. Il faut aller au-delà de soi pour pouvoir arriver justement à se dépasser pour faire cette réconciliation. Et donc la magie que l'on voit dans ce conte, lorsqu'on l'applique à ce qui se passe dans la vraie vie, eh bien c'est ce dépassement de soi qui fait qu'on arrive à ces choses-là. Alors vous le dites, hein, c'est un conte, il est réservé aux tout petits. Comment est-ce qu'on arrive à adapter donc cette histoire de rose et de bleu au cas de la Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation nationale? Parce que le cas de la Côte d'Ivoire est un cas qui est très particulier. Faut se le dire franchement, nous avons échoué, nous les adultes, à réconcilier les Ivoiriens, qu'on soit des militants politiques, FPI, RDR, PDCI, qu'on soit de la société civile, qu'on soit des journalistes. On n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je me suis dit, mais tournons-nous vers ceux qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les enfants, ceux qui sont neufs, ceux qui n'ont pas d'a priori, ceux qui n'ont pas de parti politique, ceux qui ne sont pas formatés pour pouvoir penser que quelqu'un du Nord est comme ci, quelqu'un du Sud est comme ça, quelqu'un de l'Ouest est comme ci, ou bien quelqu'un de l'Est est comme ça. Donc, partons avec eux et essayons de refaire le chemin pour qu'eux, ils puissent construire la Côte d'Ivoire de demain, parce que ce sont eux qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Alors, pour qu'ils puissent s'identifier à Tiwa, le jeune héros de cette œuvre, mais qui porte, on va dire, une charge assez lourde, hein, donc de véhiculer ce message de réconciliation. Est-ce que pour ces enfants, c'est pas un peu lourd? C'est jamais lourd pour un enfant parce que, à la différence de nous, c'est que les enfants, ils font tout ça avec beaucoup de magie et beaucoup de simplicité. On l'a vu à l'école pilote où nous sommes rendus avec les partenaires du Rotary qui sont partenaires de ce livre, le Rotary Club Atlantis. Eh bien, on l'a vu, les enfants sont toujours émerveillés de tout. C'est-à-dire qu'ils sont capables de pouvoir avoir un instant de grande réflexion sur quelque chose et l'instant d'après, ils sont en train de danser le coupé décalé ou autre chose. Donc, c'est ce qui est important chez eux, c'est que la charge n'est jamais trop lourde parce qu'ils trouvent toujours le moment qu'il faut pour s'en débarrasser et le moment qu'il faut pour la reprendre. Alors c'est une œuvre aussi où on voit de la musique, beaucoup de musique, qui est d'abord écrite en langue ivoirienne. C'est quelle langue déjà que vous avez Moi j'ai choisi? essayé dans une adaptation de recourir, quelle que soit la langue qu'on aurait choisie, de toute façon j'aurais toujours dit mais il a pris une langue du Nord, il a pris voilà. Donc j'ai pris une langue toute simple, qui est la langue de ma mère, qui est l'Agni, et que j'ai adapté parce que moi je suis aussi musicien, hein, c'est-à-dire je suis journaliste, j'écris un tas de bouquins, vous le savez, sur la question noire, que ce soit sur les camps de concentration, que ce soit sur le Vatican et autres. Et là j'avais envie justement dans ce livre-là d'aller au plus simple et en même temps d'adapter ma conception de la musique, qui est une conception très forte, au service des enfants. Donc là j'ai essayé de trouver une chanson qui puisse parler aux enfants et j'ai vu mercredi justement à l'école pilote de Marcory comment les enfants étaient capables de s'approprier cette chanson-là. Les chansons sont universelles, qu'elles soient conçues en Côte d'Ivoire, aux États-Unis ou ailleurs, elles sont universelles. Et là c'est formidable parce que tous les enfants se l'approprient. Alors vous avez choisi de beaucoup illustrer l'œuvre, hein, il y a beaucoup d'images. Comment est-ce que c'est venu C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on a voulu travailler dans une conception
au niveau des couleurs qui soient chatoyantes, qui soient gaies. Parce que quand on parle de réconciliation, on pense toujours aux drames qui se sont passés avant. On le voit en Côte d'Ivoire, hein, quand on dit qu'on a du mal avec cette réconciliation, c'est parce qu'il s'est passé des choses qui sont dures, qu'on n'arrive pas à dépasser, parce que les politiques ne sont pas capables aujourd'hui de trouver des solutions. Donc on pense toujours aux drames. Mais on peut penser aussi aux belles choses qui peuvent arriver lorsqu'on arrive à faire cette réconciliation. Donc on a voulu mettre des couleurs qui soient gaies, qui parlent, qui interpellent et qui donnent envie justement d'être dans quelque chose de plus soyeux, de plus gai. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces couleurs-là avec le dessinateur Yapo Martial. On peut aussi dire que c'est pour ça que vous avez choisi de passer par le conte. Hein, oui, parce que le conte, c'est facile. Pour parler à des enfants, il n'y a rien de plus beau. Moi, quand j'étais gamin à Abidjan, moi j'étais à l'école pilote, pas loin d'ici, à Cocody, j'étais un fanat de contes aussi. J'aimais les histoires de Kakou Ananzès. Donc c'était des choses qui me parlaient et que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit que la meilleure façon de parler aux enfants, quelquefois, de passer par nos traditions, passer par le conte. Et le conte, c'est une façon plus simple, plus directe de les atteindre et de pouvoir faire justement en sorte qu'on puisse échanger avec eux, trouver un dialogue dans lequel ils se retrouvent bien, eux. Bien. Toute dernière question, est-ce que vous avez déjà des retours auprès de ces tout-petits qui sont la cible première de ce livre? J'ai fait une signature aujourd'hui, la dernière que je faisais donc à Abidjan, et effectivement, je me suis aperçu que de tous mes livres qui étaient là, et qui sont les plus connus depuis des années, c'est celui-là justement que les parents avaient envie. Et ils me disaient quelque chose qui m'a beaucoup frappé, au-delà des enfants qui venaient, qui trouvaient ça très, très agréable. Les parents me disaient, on a envie d'avoir des livres qui parlent de nous. Qui nous racontent, qui sont adaptés à nous et qui nous racontent et qui nous montrent tels que nous sommes. Et ça aussi, c'est important parce que justement, nous vivons dans un monde qui est globalisé, où tout nous vient d'ailleurs, où on pense que... Moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps, en essayant de réécrire notre histoire, de faire en sorte que cette histoire, elle soit localisée par nous, qu'elle soit dite par nous, que ce soit les camps de concentration, que ce soit le Vatican, que ce soit la question de la dépigmentation, ou que ce soit la question du Titanic, des histoires qui soient dites par nous. Et là, les parents aussi ont envie de trouver des histoires qui racontent ce que nous sommes. Un combat donc qui nous interpelle tous. Merci beaucoup Serge Billet, Tiwa et la pierre miroir. Et je vous souhaite aussi une belle fin de grossesse avec un beaucoup. petit Tiwa qui arrivera peut-être bientôt. C'est gentil, merci à vous. On va parler de sport football pour terminer, même si ce n'est pas très gai. Les éléphants n'ont pas pesé lourd face aux lions de l'Atlas. Les Ivoiriens, dans le jeu, ont été battus 2-0. Ils n'iront pas au Mondial 2018 prévu en juin prochain. Seydou Koulibaly. Un match engagé dès l'entame de la partie. Le Maroc résiste bien à la poussée des éléphants qui manquent de percussion dans la finition. Et alors que les Ivoiriens semblaient prendre le contrôle du jeu, c'est le Maroc qui trouve l'ouverture au score à la 25e minute. Une tête décroisée de Nabil Dirar permet aux Lions de l'Atlas de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Un coup de massue, pas encore digéré par les éléphants, que voilà Mehdi Benatia reprendre au cœur de la défense ivoirienne un centre pour corser l'addition 5 petites minutes juste après. Le Maroc mène alors 2-0 et tiendra ce score jusqu'à la pause. Une pause après laquelle il ne lâche pas la pression et s'offre la première occasion de but de la seconde période de jeu, dès le retour des vestiaires. Sans véritable engagement, les éléphants ne parviendront pas à bouger les lignes chérifiennes. Le Maroc, mieux organisé tactiquement, ne cédera pas et va s'offrir une victoire de prestige sur les Ivoiriens. Et surtout, un ticket pour Russie 2018. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.